Bonjour et bienvenue dans cet atelier de microscopie offert par le Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je m'appelle Nicolas Stifani et aujourd'hui nous allons voir les principes essentiels en microscopie. L'équipe derrière ce projet se compose d'Aurélie Cléré-Buot, responsable de la plateforme d'imagerie du Centre de recherche du CHUM, d'Emmanuel Bajon, d'André Lévesque et moi-même du Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. La microscopie, c'est quoi? C'est une technique qui permet d'observer des objets qui sont trop petits pour être vus à l'œil nu. Alors j'ai dit la microscopie, mais j'aurais dû dire les microscopies. En effet, la microscopie se présente sous différentes formes, comme la microscopie optique, qui utilise la lumière, la microscopie électronique, qui utilise des faisceaux d'électrons, ou la microscopie acoustique, qui utilise les vibrations de l'air pour scanner l'échantillon. Il y a également la microscopie en champ proche qui utilise une sonde qui va venir à la proximité de l'échantillon pour former une image. La microscopie à force atomique utilise une fine pointe montée sur un levier qui scanne la surface de l'échantillon et permet d'obtenir une résolution atomique. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur la microscopie optique. Pourquoi utiliser la microscopie? Parce que ça permet d'obtenir des images à haute résolution. Ici, par exemple, une image d'un cervelet scanné, numérisé à haute résolution, et dont les images ont été collées les unes avec les autres afin de reproduire l'entièreté du tissu. On peut donc cibler un endroit particulier pour obtenir une image en plus haute définition. Nous distinguons à présent les noyaux des neurones. En grossissant encore l'image, nous pouvons alors observer le détail à l'intérieur des noyaux. La microscopie permet également d'observer le vivant. Nous observons ici une cellule de la lignée U2OS qui se déplace dans le champ de vision, puis qui va se scinder en deux, et les deux cellules filles vont ensuite poursuivre leur chemin. La microscopie peut être aussi utilisée pour observer des organismes en entier. Ici, un organisme modèle en recherche biomédicale, le nématode C. elegans, qui se déplace au travers de la gélose. Ce nématode peut être également modifié génétiquement afin d'exprimer une protéine fluorescente dans certains types cellulaires. Nous voyons ici un ensemble de vers qui exprime cette protéine fluorescente. La microscopie génère donc de belles images, comme cette paramécie vue en champ clair et en champ sombre. Les avantages de la microscopie sont nombreux. C'est une technique simple et facile à utiliser. De plus, c'est une technologie qui est facilement abordable financièrement et qui est compatible avec le vivant. C'est une technique flexible qui peut s'adapter aux besoins expérimentaux. Il est également possible d'observer le vivant en temps réel. Cela fait de la microscopie une technique de choix en recherche biomédicale. Il y a toutefois certaines limitations. En effet, la résolution est limitée. La profondeur de champ est également limitée devant l'objectif. Il n'est pas possible d'observer des échantillons qui sont trop épais, et il y a également une dépendance à la transparence. Il est impossible d'observer des échantillons qui sont opaques à la lumière. Il y a également une dépendance au contraste. Pour apprécier les différences dans une image, il faut que celle-ci possède un contraste qui soit suffisant. Finalement, la lumière, c'est aussi de l'énergie, et cette énergie peut être toxique pour le vivant. Ce phénomène s'appelle la phototoxicité, et nous allons le voir un peu plus en détail par la suite. Le microscope optique utilise la lumière comme vecteur. Il y a donc une source de lumière qui envoie des rayons lumineux vers l'échantillon. Cet échantillon va modifier la lumière qui va être ensuite collectée et amplifiée par des lentilles. Un microscope optique se base sur le fonctionnement des lentilles. Alors, qu'est-ce qu'une lentille? Une lentille, c'est un morceau de verre ou un morceau de matériel transparent qui a été façonné de façon à défléchir la lumière. Elle se schématise par une double flèche.
Une lentille est caractérisée par un centre optique et un axe optique. Tous les rayons lumineux qui traversent le centre optique ne sont pas déviés. Les rayons lumineux qui rentrent dans la lentille parallèle à l'axe optique sont déviés et croisent l'axe optique en un point que nous appelons le point F ou foyer ou encore distance focale. Cette distance focale est spécifique à chaque lentille. Un exemple pour prouver que les lentilles dévient la lumière. Voici 3 lasers parallèles. Nous allons placer chaque lentille devant ces lasers. Nous observons que le laser du centre n'est pas dévié. Les lasers sur les extrémités convergent en un point qui est le plan focal. Dans le cas de la dernière lentille, une lentille divergente, le point focal est placé avant la lentille. Maintenant que nous connaissons le principe des lentilles, comment fonctionne un microscope? Un microscope est utilisé pour agrandir un objet. Il nous faut donc un objet comme ce petit poussin. Il nous faut également une lentille qui est caractérisée par une distance focale. Les rayons lumineux partant de la tête du poussin et traversant le centre optique ne sont pas déviés. Les rayons lumineux partant du même point et rentrant dans la lentille de façon parallèle à l'axe optique sont déviés et croisent l'axe optique en un point F. Si bien que si nous nous plaçons ici, les rayons lumineux vont sembler provenir d'un point virtuel qui est l'image du poussin. Cette image est agrandie par rapport à la taille de l'objet. Et c'est ça le principe d'un microscope. La lentille la plus ancienne est la lentille de Nimrud. Elle date de 750 avant Jésus-Christ. C'est une pierre de roche taillée et polie qui était utilisée pour focaliser les rayons du soleil et faire du feu. Le microscope, lui, a été découvert bien plus tard. C'est vers les années 1600 que plusieurs personnes ont inventé ce concept. Zacharias Janssen, Cornelis Drebbel et Galilée sont tous arrivés avec une version de microscope. Galilée l'a surnommé Occhiolino, ce qui signifie petit œil en italien. Leurs inventions ressemblaient à ça. Maintenant que le microscope a été inventé, plusieurs personnes commencent à l'utiliser. C'est le cas de Robert Hooke, en 1665, qui dessine et décrit ce qu'il observe dans son manuscrit Micrographia. Il est notamment le premier à utiliser le mot cellule pour décrire des cellules végétales. En 1670, Anthony van Leeuwenhoek observe, lui, des bactéries, des micro-organismes, des globules rouges et des spermatozoïdes. Il dessine tout cela dans plusieurs manuscrits. Ce sont les premiers utilisateurs scientifiques de la microscopie. En 1846, Carl Zeiss commence en Allemagne la production à grande échelle des microscopes. En 1852, George Gabriel Stokes découvre le phénomène de fluorescence. Bien que la fluorescence ne soit pas directement de la microscopie, elle aura une énorme influence à partir des années 1960, car elle offre un excellent contraste, ce qui est un gros avantage par rapport à la microscopie en champ clair. En 1857, un microscope ressemble à ça. Un pied, un porte-échantillon, un objectif avec un mécanisme pour ajuster la distance entre l'objectif et l'échantillon, et des oculaires. C'est le début de la microscopie moderne. En 1866, Ernest Abbe commence sa collaboration avec Carl Zeiss. Il met en équation la résolution et suggère d'utiliser des objectifs à immersion afin d'améliorer la résolution des systèmes optiques. En 1893, Auguste Kohler travaille sur les mécanismes d'illumination d'échantillons. Il propose d'utiliser un condensateur et génère ce qu'on appelle l'illumination Kohler en lumière transmise. En 1934, Fritz Zernike développe le concept de contraste de phase. Cette technologie permet de voir des échantillons qui seraient autrement transparents. Pour cette découverte, il reçoit le prix Nobel en 1953. En 1955, Marvin Minsky invente le microscope confocal, mais son invention ne deviendra populaire que dans les années 80, lorsque la technologie sera mature. En 1962, Osamu Shimomura découvre la protéine fluorescente GFP. Pour cette découverte, il recevra le prix Nobel en 2008. Cette même découverte a été développée en un outil qui est utilisé en recherche biomédicale par Martin Chalfie et Roger Tsien, qui partagent le prix Nobel de Osamu Shimomura.
En 2000 et 2006, Eric Betzig, Stefan Hell et William Moynier découvrent la microscopie à super résolution. Ils fabriquent différentes méthodes afin d'aller au-delà de la limite de résolution optique. Pour leur découverte, ils reçoivent également le prix Nobel en 2014. En microscopie optique, la lumière est le vecteur de l'information. Il est donc essentiel de comprendre comment elle fonctionne. La lumière est une onde, mais aussi une particule. Ce concept peut être difficile à comprendre. Cette vidéo va prendre des exemples afin de vous montrer le comportement d'une particule, d'une onde et d'une onde-particule. Prenons l'exemple d'un tableau percé de deux fentes. Si des particules sont lancées sur ce tableau, une partie des particules vont passer au travers des fentes, alors que les autres vont être stoppées par le tableau. Les particules qui passent au travers des fentes vont finir leur course de manière aléatoire sur l'écran. C'est la propriété d'une particule. Si maintenant on lance une onde entre ces deux fentes, il va se produire un phénomène de diffraction et d'interférence, si bien que les ondes vont générer des franges sur l'écran. Maintenant, si on envoie un objet quantique comme la lumière au travers de ces fentes, les deux processus vont arriver simultanément. Il y aura un processus de diffraction et d'interférence. Et lorsque l'objet quantique va arriver sur l'écran, il sera réduit en un point. Si on répète l'opération, des franges vont apparaître sur l'écran. C'est le comportement d'une particule quantique, qui est à la fois une onde et une particule. Quelles sont les caractéristiques d'une onde? La première caractéristique est l'amplitude. L'amplitude d'une onde, c'est la différence entre son maximum et son minimum. L'onde verte possède une amplitude plus grande que l'onde bleue. L'onde orange possède une amplitude plus grande que l'onde verte. L'amplitude d'une onde donne l'intensité de la lumière. La deuxième caractéristique d'une onde, c'est sa longueur d'onde. C'est la distance d'un cycle. Elle se note lambda. Dans le cas de l'onde verte, la distance est plus grande que pour l'onde bleue. On dit que sa longueur d'onde est plus grande. Pour la lumière visible, la longueur d'onde s'exprime en nanomètres. La caractéristique suivante est la fréquence. La fréquence est le nombre de cycles parcourus pendant une seconde. La fréquence se note en hertz. C'est le nombre de cycles par seconde. La fréquence donne la couleur à la lumière. La vitesse d'une onde, c'est la distance parcourue par unité de temps. Elle s'exprime officiellement en mètres par seconde. Mais comme la vitesse de la lumière est très grande, on peut également utiliser les kilomètres par seconde. La vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 300 000 km par seconde. La vitesse d'une onde est aussi égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. La caractéristique suivante d'une onde est la polarisation. Une onde peut avoir une polarisation particulière dans l'espace. L'onde bleue est polarisée horizontalement, alors que l'onde verte crée un angle avec l'onde bleue. On dit qu'elle possède des angles de polarisation différents. Deux ondes peuvent interagir entre elles. Ici, l'onde bleue et l'onde verte sont identiques, même longueur d'onde, même fréquence. De plus, ces deux ondes ont leur maximum qui coïncide et leur minimum qui coïncide. On dit que ces deux ondes sont en phase. Elles interfèrent de manière constructive, elles s'additionnent. Deux ondes peuvent aussi être en décalage de phase. Ici, le maximum de l'onde verte est décalé par rapport à celui de l'onde bleue. On dit que ces deux ondes ont un décalage de phase. Ici, nous observons que le maximum de l'onde verte coïncide avec le minimum de l'onde bleue. On dit que ces deux ondes sont en antiphase. Lorsque cela arrive, elles interfèrent de manière destructive. C'est une soustraction. Si maintenant nous regardons les ondes électromagnétiques selon leur longueur d'onde, nous obtenons ce spectre des ondes électromagnétiques ayant les longueurs d'onde courtes sur la gauche, comme les rayons cosmiques,
ou les longueurs d'onde grandes sur la droite, comme les angles radiaux. La lumière visible est une toute petite partie de ce spectre. La lumière visible se cantonne entre 380 et 750 nanomètres. Nos yeux ne sont pas sensibles aux longueurs d'onde qui sont en dehors de ces valeurs. La lumière visible constitue donc une très petite partie du spectre des ondes électromagnétiques. La lumière est une onde, mais c'est aussi une particule. Cette particule s'appelle le photon. Le photon n'a pas de masse, mais il possède un momentum. Il se déplace. Ce momentum lui confère de l'énergie, c'est donc un quantum d'énergie ou un paquet d'énergie. L'énergie qui est portée par la lumière est un multiple entier de ce quantum. L'énergie portée par la lumière peut se diviser en deux. Tout d'abord, l'énergie d'un photon, qui est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde, selon l'équation suivante. L'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck, h, multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide, c, divisé par la longueur d'onde. On voit ici que l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. Ensuite, l'intensité lumineuse est quant à elle proportionnelle à l'amplitude de l'onde, au nombre de photons. L'intensité lumineuse est égale au nombre de photons multiplié par l'énergie de chaque photon. La lumière peut interagir de 6 façons différentes avec la matière. La transmission, c'est quand la lumière traverse un milieu. L'absorption, c'est quand la lumière est absorbée par un milieu. L'énergie de la lumière est alors transformée en chaleur. La réflexion, c'est quand la lumière est réfléchie par un milieu. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. La réfraction, c'est la déviation de la lumière par un milieu, et nous allons le voir plus en détail par la suite. La dispersion, c'est lorsque la lumière rentre dans un milieu et que celle-ci est dispersée dans tous les sens. Finalement, la diffraction est un phénomène propre aux ondes. Lorsque la lumière traverse une fente, celle-ci va rayonner dans toutes les directions à la sortie de cette fente. La vitesse de la lumière est la vitesse la plus rapide qu'un corps peut atteindre. Dans le vide, la vitesse de la lumière est égale à 300 000 km par seconde et est notée par la lettre C. La vitesse de la lumière est constante dans un environnement donné, mais la matière ralentit la lumière. Dans le diamant, par exemple, la vitesse de la lumière n'est que de 123 000 km par seconde. Si on regarde maintenant comment la lumière se propage dans différents milieux, nous observons ici, dans le vide, un rayon lumineux d'une certaine longueur d'onde et d'une certaine fréquence parcourant une distance en un temps donné. Dans l'air, dans l'eau, dans le verre et dans le diamant, la vitesse est ralentie. La distance parcourue dans le même intervalle de temps est donc réduite. Nous observons que la longueur d'onde est diminuée, mais la fréquence ne change pas. La fréquence codant pour la couleur de la lumière ne change donc pas de couleur en rentrant dans un milieu. Si nous reprenons l'équation précédente, la vitesse est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence, nous voyons que f reste constant alors que la vitesse et la longueur d'onde diminuent. Le ralentissement de la lumière par un milieu cause une déviation. Cette déviation s'appelle la réfraction. Pour le prouver, prenons l'exemple de deux rayons, A et B, partant au temps 0 du même point et donc allant à la même vitesse. Ils vont parcourir la même distance dans le même intervalle de temps. Prenons maintenant un milieu. Les rayons, au temps t1, le rayon A va pénétrer dans le milieu. Il va parcourir alors une distance qui sera plus courte parce que sa vitesse est plus lente que le rayon B qui est toujours à l'extérieur. Si bien qu'au temps t2, les deux rayons vont faire un angle par rapport à leur position originale.
Après le temps t2, les deux rayons sont dans le même milieu et ils avancent de façon parallèle à la même vitesse et parcourent la même distance dans le même intervalle de temps. Au temps t3, le rayon A va sortir du milieu. Il va donc reprendre sa vitesse originelle. Pendant ce temps, le rayon B va parcourir une distance qui est plus courte. Il se produira encore un angle et les deux rayons vont retrouver leur direction originelle. Cette photo prouve que la lumière est déviée par un milieu. Ici, un rayon de lumière rentre dans un morceau de verre avec un angle donné. Il va être dévié selon l'angle de réfraction. Il sera également dévié à la sortie du milieu. On définit l'indice de réfraction par la lettre n. Dans un milieu donné, n est égal à c, la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu. Dans l'air, n est à peu près égal à 1. Dans l'eau, n est égal à 1,33. L'indice de réfraction du verre est quant à lui de 1,52. Dans le diamant, la vitesse de la lumière est de 124 000 km par seconde, ce qui donne un indice de réfraction de 2,42. L'indice de réfraction indique combien la lumière est ralentie par un milieu et est inversement proportionnel à la vitesse dans le milieu. L'angle de réfraction à présent. Prenons l'exemple d'un rayon lumineux dans un milieu 1 avec une vitesse V1. Ce rayon lumineux fait un angle θ1 avec l'horizontale. Lorsque ce rayon lumineux va rentrer dans un milieu 2 qui possède un indice de réfraction supérieur, sa vitesse va diminuer et sa direction va être déviée selon l'angle θ2. La loi de Snell-Descartes indique la proportionnalité entre les indices de réfraction et le sinus de l'angle d'incidence, si bien que l'angle de réfraction est égal au ratio des indices de réfraction multiplié par le sinus de l'angle d'incidence. Grâce à cette équation, on est capable de prédire l'angle de réfraction dans un milieu. L'angle de réfraction change en fonction de la longueur d'onde. C'est la dispersion. Parce que la vitesse est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence, la vitesse change en fonction de la longueur d'onde. Ici, un exemple d'un rayon de lumière blanche qui est composé de l'ensemble des longueurs d'onde du spectre. Cette lumière va rentrer dans un prisme en verre. L'angle de réfraction sera différent selon la longueur d'onde. Il en résulte l'apparition d'un arc-en-ciel. Alors, quel est le rapport entre l'indice de réfraction et la microscopie? Si on reprend l'exemple de notre microscope simplifié, et si maintenant nous agrandissons l'épaisseur de la lentille, nous pouvons considérer cette lentille comme un milieu dont l'indice de réfraction est supérieur à l'indice de réfraction de l'air. Par conséquent, si un rayon lumineux faisant un angle θ1 rentre dans la lentille, il sera dévié, selon la loi de Snell et Descartes, d'un angle θ2. Grâce à cette loi, nous pouvons donc prédire l'angle des déviations de la lumière. Prenons l'exemple d'un microscope. Nous avons l'objectif, ici, et l'échantillon, ici. Cet échantillon est posé sur une lame de verre, dont l'indice de réfraction est 1,52. L'échantillon lui-même est le plus souvent dans un milieu aqueux, dont l'indice de réfraction est de 1,33. Il est surmonté d'une lamelle de verre dont l'indice de réfraction est aussi 1,52. Finalement, il y a un espace d'air dont l'indice de réfraction est 1. Comment se comportent les rayons lumineux partant de l'échantillon et pénétrant dans l'objectif? Une partie de ces rayons sera déviée selon l'angle de réfraction et pénétrera dans l'objectif. Une autre partie sera déviée et sera perdue. Enfin, une dernière partie sera réfléchie par la lamelle et sera perdue. Si l'on place maintenant de l'eau dans l'espace entre l'objectif et l'échantillon, que se passe-t-il?
la différence d'indice de réfraction sera moins grande, et donc l'angle de réfraction sera moins grand. Une plus grande quantité de rayons lumineux vont pouvoir pénétrer dans l'objectif. Si maintenant nous plaçons de l'huile dont l'indice de réfraction est 1,52, nous allons faire une continuité d'indice de réfraction entre l'échantillon et le verre et l'objectif. Ernest Abbe a défini l'ouverture numérique, ou numerical aperture en anglais, comme étant égale à l'indice de réfraction du milieu d'immersion multiplié par le sinus de l'angle du cône de lumière pénétrant dans l'objectif. Nous voyons que l'ouverture numérique est proportionnelle à l'indice de réfraction. Un microscope n'est pas parfait. En effet, si on regarde un point au travers d'un microscope, on va observer une tache diffuse. Si on regarde cette même tache selon l'axe vertical, l'axe Z, on va voir une ellipse se former. Donc l'image d'un point est une tache. Même si on utilisait un point 10 fois plus petit que le point actuel, la tache serait la même. La fonction de transformation de ce point en tache s'appelle le point spread function. Lorsque l'on observe le comportement d'une onde lumineuse au travers d'une petite ouverture circulaire, on observe un disque principal lumineux entouré d'anneaux concentriques, semblables aux ondes formées à la surface de l'eau lorsqu'on y jette une pierre. Ce phénomène, décrit par George Biddle Airy, est connu sous le nom de disque d'Airy. La taille du disque d'Airy varie en fonction de l'ouverture numérique d'un objectif. Avec un objectif ayant une ouverture numérique de 0,2, la tache d'Airy sera diffuse. En augmentant l'ouverture numérique, l'image sera mieux définie et le diamètre du disque d'Airy sera réduit. Si nous prenons maintenant un objectif d'ouverture numérique est égal à 1,30, on observera un disque d'Airy fin entouré de ces cercles concentriques, comme décrit précédemment. Le diamètre du disque d'Airy est donné par la formule suivante. Le diamètre est égal à 1,22 multiplié par la longueur d'onde divisé par l'ouverture numérique. Ainsi, le diamètre du disque d'Airy diminue quand la longueur d'onde diminue. Il diminue également lorsque l'ouverture numérique augmente. Cela signifie qu'un objectif avec une grande ouverture numérique permet d'obtenir une meilleure résolution et une image plus détaillée. Lorsque plusieurs points lumineux sont présents sur une image, la distance entre ces points peut rendre leur identification difficile. Prenons l'exemple de deux points suffisamment éloignés pour être distincts. On dit que ces deux points sont résolus. Si ces deux points se rapprochent, il peut devenir difficile de les distinguer, atteignant ce qu'on appelle la limite de résolution. Si ces points se rapprochent encore davantage, ils finissent par se confondre et ne peuvent plus être identifiés individuellement. On dit que ces deux points ne sont pas résolus. Le disque d'Airy détermine ainsi la limite de résolution en microscopie optique, et cela influence directement la capacité à distinguer les détails fins dans une image. Le baron Rayleigh a formalisé un critère crucial basé sur l'équation du disque d'Airy. Selon ce critère, deux points sont considérés comme résolus si le maximum du deuxième point coïncide avec le minimum du premier point. Cela formalise la limite de résolution en microscopie optique par l'équation suivante. La distance entre deux points est égale à 0,61 multiplié par la longueur d'onde divisé par l'ouverture numérique. Cela est aussi valable dans le plan vertical, en Z, où la distance est égale à 2 lambda multiplié par l'indice de réfraction divisé par l'ouverture numérique au carré. Pourquoi l'ouverture numérique est-elle si importante? Parce qu'elle définit la résolution.
selon les équations suivantes. Étant donné que les longueurs d'onde visibles couramment utilisées se situent autour de 510 nanomètres et que l'ouverture numérique maximale d'un objectif est d'environ 1.4, cela implique que la résolution maximale d'un système optique est de 200 nanomètres en XY et d'environ 800 nanomètres en Z. Le message à retenir est que la résolution est toujours meilleure avec des longueurs d'onde courtes et des objectifs à l'ouverture numérique élevée. Pourquoi l'indice de réfraction est-il si important? Parce qu'il définit l'ouverture numérique, selon l'équation suivante. L'ouverture numérique, elle, définit la résolution, selon l'équation suivante. En conclusion, la résolution est meilleure avec un indice de réfraction élevé, une ouverture numérique élevée et également une continuité des indices de réfraction jusqu'à l'objectif. Le grossissement et la résolution sont deux concepts distincts. Le grossissement représente le rapport entre la taille de l'image observée et celui de l'objet réel. Par exemple, si un objet mesure 1 cm et que son image mesure 100 cm, le grossissement sera de 100x. Pour illustrer cela, reprenons l'exemple du microscope simplifié. L'objet, la taille de l'objet est de 1 cm. La taille de l'image est de 100 cm. Le grossissement de cette lentille sera donc de 100. La résolution se réfère à la plus petite distance entre deux points de l'objet réel qui peuvent être perçus distinctement sur l'image. Par exemple, une résolution peut être de 200 nanomètres. Cela signifie que l'on peut distinguer deux points distants de 200 nanomètres sur l'objet. Cela peut être visualisé par un exemple de ligne parallèle doublée. À mesure qu'on se déplace latéralement vers la droite, ces doubles lignes se rapprochent progressivement jusqu'à ce qu'elles fusionnent en une seule ligne et lorsque cette limite est atteinte, on ne peut plus distinguer séparément les deux lignes. Comme nous l'avons vu précédemment, la résolution d'un système optique ne dépend que de la longueur d'onde utilisée et de l'ouverture numérique de l'objectif utilisé. La résolution est donc indépendante du grossissement. Pour conclure, voici les éléments essentiels à retenir. La lumière est une onde particule. Elle peut se comporter à la fois comme une onde et à la fois comme une particule. Du côté de l'onde, on considère les caractéristiques telles que l'amplitude, la longueur d'onde, la phase, l'interférence et la polarisation. Du côté particule, la lumière est composée de particules de masse nulle, mais avec un momentum. Ces particules s'appellent le photon. Le photon est un quanta d'énergie. L'énergie portée par la lumière est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde, est exprimée par l'équation suivante. E égale la constante de Planck multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide divisée par la longueur d'onde. L'intensité de la lumière dépend de son amplitude ondulatoire, du nombre de photons transmis. Elle est égale au nombre de photons multiplié par l'énergie de chaque photon. La matière ralentit la propagation de la lumière. L'indice de réfraction N indique combien la lumière est ralentie par un milieu. Lorsque la lumière passe d'un milieu donné à un autre milieu, d'indices de réfraction différents, la lumière sera déviée d'un angle qui dépend de sa longueur d'onde. La lumière peut interagir de 6 façons différentes avec la matière. Nous avons vu notamment les principes de réfraction des lentilles, de diffraction par les systèmes optiques. L'image d'un point est une tâche, et le point spread function, ou PSF, est la fonction de transformation de ce point en tâche. La résolution dépend uniquement de la longueur d'onde utilisée et de l'ouverture numérique de l'objectif. La résolution est meilleure avec des longueurs d'onde courtes, des objectifs à ouverture numérique élevée et une continuité dans les indices de réfraction. Pour toute question sur cet atelier, vous pouvez nous contacter à microscopie@cib.umontréal.ca. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram à microscopie_Montréal. Je vous remercie pour votre participation.